Au mariage de ma fille, son fiancé m'a écrasé le visage dans le gâteau, mais 4 minutes plus tard. Si cette histoire vous touche, laissez un « j'aime » et partagez vos impressions dans les commentaires. Votre soutien me donne la force de continuer à partager ces moments difficiles qui ont transformé ma vie et qui pourraient peut-être vous aider à traverser les vôtres. Je n'ai jamais été un homme de grands moyens, mais j'ai toujours été un homme de principe. Pendant 43 ans, j'ai travaillé comme contremaître dans une usine métallurgique à Lyon. Des journées de 12 heures, 6 jours sur 7, à superviser la transformation de l'acier brut en pièces de précision pour l'industrie automobile. Le bruit assourdissant des machines, l'odeur âcre du métal chauffé, la chaleur suffocante des fours. Mes mains calleuses et mon dos voûté témoignent de ces décennies de labeur acharné. Les cicatrices sur mes avant-bras racontent les accidents évités de justesse. Tout ça pour elle. Pour ma Émilie. Je me souviens encore du jour où je l'ai tenue dans mes bras pour la première fois à la maternité. Ce petit être fragile qui me regardait avec une confiance absolue. Sa mère, épuisée mais radieuse, m'avait dit « Elle aura une vie meilleure que la nôtre, Gérard. On fera tout pour ça. » Une promesse que nous nous étions faite, Marianne et moi, enfants d'ouvriers devenus ouvriers nous-mêmes, perpétuant un cycle que nous voulions briser pour nos filles. Quand Marianne est décédée d'un cancer foudroyant il y a 15 ans, je me suis retrouvé seul avec notre fille de 17 ans, à la fois adolescente rebelle et jeune femme vulnérable. J'ai promis à ma femme, sur son lit d'hôpital, ses doigts décharnés serrant les miens avec une force surprenante, que notre enfant ne manquerait jamais de rien. Veille sur notre trésor, avait-elle murmuré avant de fermer les yeux pour toujours. Une promesse sacrée que j'ai tenue au prix de sacrifices dont Émilie n'a jamais eu pleinement conscience. Les heures supplémentaires qui s'étiraient jusqu'à minuit, me laissant à peine le temps de rentrer pour vérifier que ma fille avait mangé et fait ses devoirs. Les week-ends sacrifiés pour des postes doubles payés à 150%. Les vacances annulées année après année, remplacées par des excuses maladroites, l'usine ne peut pas se passer de moi cet été, ma chérie. Le petit appartement que j'ai gardé dans le 3e arrondissement, refusant de déménager dans un quartier moins cher mais plus éloigné de son lycée prestigieux. Tout ça pour pouvoir payer ses études à Sciences Po Paris, puis son master à l'étranger, et enfin son appartement dans le 16e arrondissement où elle pouvait recevoir ses nouveaux amis sans honte. La fierté qui m'a submergé quand elle a obtenu son diplôme avec mention valait chaque euro dépensé, chaque nuit sans sommeil, chaque repas sauté pour économiser. Ses yeux brillaient ce jour-là sous son chapeau de diplômé, exactement comme ceux de sa mère quand je l'avais rencontrée 30 ans plus tôt à la fête du village de Saint-Just-Saint-Rambert. J'ai pris discrètement une photo d'elle sur l'estrade, recevant son diplôme, et je l'ai placée dans mon portefeuille à côté de celle de Marianne. Mes 2 trésors. Et quand elle m'a présenté Antoine, 3 ans plus tard lors d'un dîner dans un restaurant étoilé qu'elle avait insisté pour payer, « C'est moi qui t'invite, papa, tu as assez dépensé pour moi », j'ai cru voir son avenir s'illuminer davantage. Elle rayonnait à ses côtés, suspendue à ses lèvres, riant à ses plaisanteries qui, je dois l'avouer, me paraissaient souvent forcées ou prétentieuses. Antoine Mercier. 32 ans. 1,85 m de confiance en soi. Costume sur mesure Armani qui devait coûter plus que mon salaire mensuel. Cheveux parfaitement coiffés avec juste ce qu'il fallait de gel pour paraître négligé sans l'être. Sourire éclatant de blancheur parfaite, résultat évident d'un blanchiment professionnel régulier. Diplômé d'HC et de la London School of Economics. Consultant senior dans un cabinet international de stratégie dont il mentionnait le nom à chaque occasion, comme si cela devait m'impressionner. Le genre d'homme qui ne transpire jamais, même en plein été. Le genre d'homme dont les chaussures italiennes faites main n'ont jamais foulé le sol d'une usine ou d'un chantier. Le genre d'homme que je n'ai jamais été et ne serai jamais. Il est parfait, papa, me répétait Émilie à chaque appel téléphonique, sa voix montant d'une octave quand elle prononçait son nom. Il va m'emmener loin. Il connaît tout le monde qui compte à Paris. La semaine dernière, on a dîné avec un ministre. Tu te rends compte? Je hochais la tête, souriant malgré cette sensation étrange au creux de mon estomac chaque fois qu'il parlait de ses investissements miraculeux ou de ses relations haut placées. Une intuition, peut-être. Une méfiance instinctive face à tant de perfection, à tant de facilité apparente dans un monde que je savais dur et impitoyable. Je l'ai ignoré, cette sensation viscérale qui me nouait les entrailles quand il posait sa main possessive sur l'épaule de ma fille. Pour elle. Pour son bonheur.
Pour tenir ma promesse à Marianne. Quand ils ont annoncé leur fiançailles après seulement 8 mois de relation, lors d'un dîner dans notre petit appartement qu'Antoine avait à peine regardé, concentré sur son téléphone portable jusqu'au dessert, j'ai avalé ma surprise avec le champagne Dom Pérignon millésimé qu'il avait apporté comme si c'était une simple bouteille d'eau minérale. Une bouteille dont le prix aurait pu nourrir une famille entière pendant 2 semaines. Rien n'est trop beau pour célébrer notre amour, avait-il déclaré en faisant sauter le bouchon sur mon plafond écaillé. Bien sûr que je paierai le mariage, ai-je dit quand Émilie a évoqué timidement le sujet un dimanche après-midi, ses doigts jouant nerveusement avec la bague en diamant qui ornait désormais sa main gauche. C'est mon rôle de père. Elle s'était jetée dans mes bras, me remerciant avec une effusion qui m'avait rappelé la petite fille qu'elle avait été, celle qui sautait de joie quand je lui rapportais une simple barbe à papa de la fête foraine. Le lendemain, j'ai contacté un agent immobilier pour vendre la maison de campagne près de Beaujolais que Marianne et moi avions achetée pour notre retraite 15 ans auparavant. Cette petite bâtisse en pierre avec son jardin en terrasse où nous avions prévu de cultiver des tomates, des herbes aromatiques et de regarder les couchers de soleil sur les vignobles. Un verre de vin local à la main. 70 000 €, c'est le meilleur prix que vous obtiendrez dans le contexte actuel, m'avait assuré l'agent avec un regard qui mélangeait avidité et fausse compassion. Une somme qui représentait 20 ans d'économie, de privation, de week-ends de rénovation, et un avenir paisible que je ne connaîtrai probablement jamais. Le mariage sera au château de Montfort, m'a annoncé Émilie 2 semaines plus tard, les yeux brillants d'excitation devant son ordinateur portable dernier cri. Antoine dit que c'est l'endroit idéal pour créer des liens avec ses associés et impressionner ses clients. Regarde comme c'est magnifique. J'ai regardé les photos du château médiéval restauré, avec ses tourelles imposantes, son parc de 10 hectares soigneusement entretenu et sa vue imprenable sur la vallée du Rhône. Un lieu où des rois avaient séjourné, où l'histoire avait laissé son empreinte, et où ma fille rêvait de vivre son conte de fées. J'ai souri. J'ai signé le chèque d'acompte de 20 000 €, presque un tiers de la vente de notre maison de campagne. J'ai ignoré la douleur sourde dans ma poitrine et cette petite voix qui me demandait si Marianne aurait approuvé tant d'extravagance. Les 6 mois suivants ont été une succession vertigineuse de dépenses que je n'aurais jamais imaginé possible pour un simple mariage. La robe signée par un grand couturier à 12 000 €, avec ses perles cousues à la main et sa traîne de 3 mètres. Le traiteur étoilé au Michelin qui a exigé un acompte de 30 000 € pour un menu fusion dont je ne comprenais pas la moitié des ingrédients. Les fleurs importées de Hollande et d'Équateur, choisies pour leur rareté plutôt que pour leur beauté. Les musiciens venus spécialement de Vienne pour jouer pendant la cérémonie et le cocktail. Le DJ parisien incontournable, selon Antoine, habitué des soirées de célébrités, pour animer la soirée. Et puis, la liste des invités qui s'allongeait chaque semaine avec des noms que je n'avais jamais entendus et que je ne rencontrerai probablement qu'une seule fois dans ma vie. Des collègues d'Antoine. Des relations d'affaires. Des personnalités dont il me chuchotait l'importance avec un air conspirateur. Celui-ci est directeur financier chez Airbus, celui-là siège au conseil d'administration de 3 sociétés du CAC 40, elle est l'épouse de. Ma liste à moi. Quelques anciens collègues de l'usine, dont mon ami Bernard qui avait perdu 3 doigts dans un accident et qui portait toujours des gants pour ne pas effrayer les enfants. Mon frère Paul et sa femme, qui vivaient modestement dans la maison de nos parents à Saint-Étienne. Ma vieille voisine Madame Leroy, 82 ans, qui avait gardé Émilie quand elle était petite et qui lui tricotait encore des écharpes chaque Noël malgré son arthrite déformante. On pourrait peut-être réduire un peu les coûts, ai-je osé suggérer un soir, en voyant la facture du photographe et de son équipe de 4 personnes qui s'élevait à près de 8 000 € pour immortaliser le plus beau jour de notre vie, comme ne cessait de le répéter Antoine. Le regard qu'Émilie m'a lancé m'a glacé le sang. Pas de colère, non. Pire. De la pitié mêlée d'embarras, comme si j'étais un enfant qui ne comprenait pas les règles d'un jeu complexe. Papa, Antoine dit que c'est un investissement pour notre avenir. Les contacts qu'on va se faire à ce mariage sont inestimables pour sa carrière. C'est comme ça que ça marche dans son milieu. Tu comprends? J'ai acquiescé, la gorge serrée par une émotion que je n'arrivais pas à nommer. J'ai contracté un prêt auprès de ma banque, hypothéquant les quelques années de retraite qu'il me restait. J'ai reporté cette retraite de 5 ans supplémentaires, négociant avec mon patron qui ne comprenait pas pourquoi je voulais continuer à muser le corps et l'âme dans cette usine bruyante.
J'ai vendu la Peugeot 205 que j'avais achetée avec Marianne et que j'avais entretenue religieusement pendant 20 ans, comme un dernier lien tangible avec notre vie commune. Une semaine avant le grand jour, alors que le compte en banque que j'avais ouvert spécialement pour le mariage était presque à sec et que je commençais à calculer combien de mois il me faudrait pour rembourser le prêt, j'ai reçu un appel étrange sur mon téléphone portable pendant ma pause déjeuner. Monsieur Laurent, a demandé une voix grave à l'autre bout de la ligne, sur fond de bruit de circulation. Lui-même, ai-je répondu, en quittant la cantine bruyante de l'usine pour m'isoler dans le parking, entre deux camions de livraison. Francis Dubois, détective privé. Je pense que vous devriez savoir certaines choses concernant votre futur gendre, Antoine Mercier. Des choses qui pourraient vous éviter beaucoup de chagrin et d'argent perdu. J'ai raccroché presque immédiatement, les mains tremblantes. Des absurdités. De la jalousie, probablement. Peut-être même une tentative d'extorsion, un escroc qui ciblait les familles préparant des mariages coûteux. Antoine était parfait. Trop parfait, peut-être, mais parfait pour ma fille. Le lendemain matin, une épaisse enveloppe marron m'attendait dans ma boîte aux lettres, glissée entre les factures et les publicités. Pas de timbre. Pas d'adresse d'expéditeur. Juste mon nom écrit en lettres capitales noires, d'une écriture ferme et précise. Dans mon minuscule salon, j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts hésitants. À l'intérieur, des photos en couleur. Des documents imprimés. Des relevés bancaires surlignés au marqueur jaune. Des captures d'écran de messagerie et de profils de réseaux sociaux. Des preuves irréfutables, méthodiquement organisées et annotées de cette même écriture précise. Antoine Mercier avait 3 autres fiancées dans 3 villes différentes. Une à Nice, fille d'un promoteur immobilier. Une à Bordeaux, héritière d'une célèbre maison viticole. Une à Strasbourg, dont le père était un chirurgien renommé. 3 autres jeunes femmes issues de familles aisées. 3 autres pères qui vendaient leurs biens ou contractaient des prêts. 3 autres mariages prévus dans les 6 prochains mois. Et ce n'était pas tout. Des comptes bancaires multiples sous différentes identités. Des virements suspects vers des paradis fiscaux. Des plaintes déposées puis mystérieusement retirées par d'anciennes fiancées dans d'autres régions. Un schéma clair, méthodique, implacable. Mon monde s'est effondré ce jour-là. Pas pour moi. Pour elle. Pour ma Émilie. Pour ma promesse à Marianne de protéger notre fille. J'ai essayé de lui parler le soir même, profitant d'une rare visite qu'elle me faisait pour récupérer les faire-part que j'avais fait imprimer. De lui montrer les preuves que j'avais reçues, étalées sur ma table de cuisine. Elle a refusé catégoriquement de regarder, repoussant les documents comme s'ils étaient contaminés. « Tu as toujours été jaloux de lui » a-t-elle crié, les larmes aux yeux, son visage déformé par une colère que je ne lui connaissais pas. « Tu ne supportes pas qu'il soit tout ce que tu n'as jamais pu être. Un homme raffiné, cultivé, qui réussit brillamment sa vie. Tu préférerais me voir épouser un ouvrier comme toi. Vivre comme maman et toi avez vécu, à compter chaque centime. » Ces mots m'ont transpercé plus douloureusement que n'importe quelle blessure physique que j'avais subie à l'usine en 4 décennies. Comme si elle avait délibérément choisi les mots qui feraient le plus mal, qui creuseraient le plus profond. Mais ils n'étaient pas les siens, je le savais au fond de moi. C'étaient ceux d'Antoine, soigneusement soufflés à son oreille pendant des mois de manipulation subtile. Je le savais parce qu'elle avait utilisé des expressions qui n'étaient pas les siennes, des mots qu'elle n'aurait jamais employés avant de le rencontrer. Le jour du mariage est arrivé, implacable comme le temps qui passe. Le château de Montfort resplendissait sous le soleil radieux de juin, ses pierres séculaires presque dorées dans la lumière de l'après-midi. Les invités en tenues élégantes et chapeaux extravagants déambulaient sur les pelouses parfaitement tondues, coupe de champagne millésimée à la main, petit four raffiné dans l'autre. La Rolls-Royce blanche qui avait amené Émilie à la chapelle, décorée de roses blanches et de rubans de soie. Les pétales de rose parsemés sur son passage par 2 adorables petites filles en robe de dentelle. Le violoniste virtuose qui jouait Vivaldi pendant la procession, ses notes pures s'élevant vers le ciel azur. Et moi, dans mon costume loué pour l'occasion chez un tailleur recommandé par Antoine, on ne peut pas vous laisser porter un costume de grande surface, beau papa, les mains rugueuses inconfortablement cachées dans des gants blancs pour ne pas déparer les photos, selon la wedding planée. J'observais tout ce spectacle avec un détachement étrange, comme si j'assistais à une pièce de théâtre dont je connaissais déjà la fin tragique. La cérémonie a été magnifique, il faut le reconnaître.
Émilie était radieuse dans sa robe de princesse, marchant vers l'autel au bras de son futur époux, puisqu'elle avait insisté pour rompre avec la tradition du père conduisant sa fille, encore une idée d'Antoine, j'en étais certain. Antoine, impeccable comme toujours dans son smoking sur mesure, avait joué parfaitement son rôle de fiancé ému, essuyant même une larme imaginaire au moment des vœux. Ses parents, soi-disant retenus à l'étranger pour raisons professionnelles urgentes, m'avait-on expliqué sans plus de détails, brillaient par leur absence. Pratique. Puis est venu le moment du gâteau, après le repas fastueux aux 1000 saveurs exotiques et les discours interminables des amis d'Antoine vantant ses qualités exceptionnelles, son intelligence hors du commun, sa générosité légendaire. Une pièce montée de 6 étages, couronnée de figurines en sucre à l'effigie des mariés, reproduisant même les détails de leur tenue. Une œuvre d'art éphémère à 4000 € qui devait être le clou du spectacle selon le wedding plané engagé à prix d'or. Et maintenant, j'aimerais appeler le père de la mariée pour un moment spécial, a annoncé Antoine au micro, son sourire éclatant stratégiquement dirigé vers les photographes et les caméramens positionnés pour saisir l'instant sous son meilleur angle. L'homme qui a tout donné pour que ce mariage soit possible. Monsieur Laurent, s'il vous plaît, venez nous rejoindre pour immortaliser ce moment. Les applaudissements nourris ont résonné dans la salle. Les regards se sont tournés vers moi, certains curieux, d'autres indifférents, quelques-uns légèrement condescendants. La chaleur des projecteurs installés pour l'occasion m'a fait plisser les yeux. Antoine m'a conduit devant le gâteau monumental, son bras passé autour de mes épaules dans une camaraderie feinte que les caméras ont immédiatement capturée. Son parfum coûteux m'a envahi les narines, mélange entêtant de notes boisées et d'agrumes. Souriez pour la photo, beau papa, a-t-il murmuré à mon oreille, son haleine légèrement alcoolisée trahissant les nombreuses coupes de champagne qu'il avait vidées. C'est votre moment de gloire. Puis, avec une force surprenante pour un homme qui prétendait ne jamais mettre les pieds dans une salle de sport, le sport est pour ceux qui n'ont pas assez d'intelligence pour réussir autrement, l'avais-je entendu dire un jour, il a brutalement poussé mon visage dans le premier étage du gâteau. Le choc initial. La crème pâtissière dans mes narines, mes yeux, mes oreilles. L'humiliation immédiate, viscérale, totale. Le rire de la foule qui a suivi, d'abord hésitant puis général. Celui d'Antoine, plus fort que les autres, presque triomphal, résonnant à mes oreilles comme une déclaration de victoire. J'ai relevé lentement la tête, essuyant méthodiquement la crème de mes yeux avec la serviette qu'un serveur compatissant m'avait tendue. J'ai cherché le regard d'Émilie dans la foule des visages hilars. Elle se tenait légèrement en retrait, un sourire gêné aux lèvres, mais elle souriait néanmoins. Et à ses côtés, une femme élégante d'une 60aine d'années que je n'avais jamais vue rier derrière sa coupe de champagne, la mère d'Antoine, celle qui était soi-disant à l'étranger pour affaires urgentes. 4 minutes. C'est le temps exact qu'il m'a fallu pour prendre ma décision. 4 longues minutes pendant lesquelles j'ai observé Antoine recevoir des tapes dans le dos pour son « excellente blague », pendant que je nettoyais mon visage dans les toilettes adjacentes, contemplant mon reflet pathétique dans le miroir en marbre. Je me suis dirigé d'un pas déterminé vers le microphone que le DJ venait d'installer pour les animations de la soirée. La salle s'est tue progressivement, curieuse de voir ce que le père humilié allait dire. Peut-être s'attendait-il à des excuses embarrassées, à un rire forcé pour montrer que je savais prendre une plaisanterie. Merci à tous d'être venus célébrer ce mariage, ai-je commencé, ma voix étrangement calme et posée, sans trace de la rage froide qui bouillonnait en moi. Un mariage qui, comme l'a si bien dit Antoine, représente beaucoup de sacrifices. Des hochements de tête approbateurs dans l'assemblée. Des sourires polis. Quelques murmures rapidement étouffés. Antoine a parfaitement raison. J'ai tout donné pour ce jour. Ma maison de campagne que j'avais achetée avec ma défunte épouse. Mes économies de toute une vie. Ma retraite paisible que j'avais planifiée pendant des décennies. Mon avenir. Le malaise a commencé à s'installer comme un brouillard invisible. Des regards interrogateurs échangés entre les invités. Des sourires qui se figeaient. Antoine s'est approché à grands pas, son visage soudain tendu, son sourire désormais crispé en un rictus artificiel. Je crois que Monsieur Laurent a assez parlé et devrait aller se changer, a-t-il dit en tendant la main vers le micro, tentant de maintenir son air jovial pour les photographes qui continuaient à mitrailler la scène. Pas encore, Antoine, ai-je répondu calmement en m'écartant de lui. Je n'ai pas encore présenté les autres invités spéciaux que j'ai pris la liberté d'inviter à cette magnifique réception.
D'un geste de la main, j'ai fait signe vers l'entrée principale de la salle de réception. Les grandes portes en chêne massif se sont ouvertes comme dans un film parfaitement orchestré. 3 femmes élégantes sont entrées, chacune accompagnée d'un homme d'âge mûr, leur père. Des visages inconnus pour la plupart des invités présents. Mais pas pour Antoine, dont le teint est soudainement devenu livide, comme si tout le sang avait quitté son visage d'un seul coup. Je vous présente mademoiselle Claire Dumont, fiancée d'Antoine depuis 5 mois, mariage prévu le 15 juillet à l'hôtel Negresco de Nice. Mademoiselle Lucie Bernard, fiancée d'Antoine depuis 7 mois, mariage prévu le 29 août au château Pape Clément de Bordeaux. Et mademoiselle Sophie Petit, fiancée d'Antoine depuis 4 mois, mariage prévu le 10 septembre au Palais des Rohan de Strasbourg. Le chaos s'est instantanément emparé de la salle. Des cris d'indignation. Des exclamations de surprise. Des verres qui se brisent en tombant. Des appareils photos qui se tournent frénétiquement pour capturer chaque expression, chaque réaction. Antoine a tenté de s'enfuir par une porte latérale, bousculant brutalement un serveur qui transportait un plateau de champagne, mais 2 hommes en costume sombre, des collègues du détective que j'avais finalement recontacté, l'ont fermement intercepté par les bras. Et bien sûr, je ne voudrais pas oublier nos derniers invités, les représentants de la brigade financière, qui s'intéressent de très près aux multiples comptes bancaires d'Antoine dans divers paradis fiscaux et ses nombreuses fraudes aux prestations sociales. Sans oublier, bien entendu, les 3 plaintes pour escroquerie déposées par ses précédentes fiancées et mystérieusement retirées après menaces et intimidations. Émilie s'est effondrée sur sa chaise, le visage décomposé par l'horreur et l'incrédulité. Sa mère aurait eu le cœur brisé de la voir ainsi, mais il fallait qu'elle sache la vérité. Qu'elle voie par elle-même l'homme qu'elle s'apprêtait à épouser. Je me suis approché d'elle, ignorant les cris et la confusion qui rayaient désormais dans ce qui devait être le plus beau jour de sa vie. Je suis désolé, ma chérie. J'ai essayé de te prévenir. Ses yeux étaient vides, fixés sur Antoine qui se débattait maintenant avec les policiers en civil qui lui passaient les menottes, criant des obscénités et des menaces. Tout l'argent, tout ce que tu as dépensé. A-t-elle murmuré d'une voix à peine audible. Ce n'est que de l'argent, ai-je répondu en prenant sa main froide dans la mienne. Toi, tu es irremplaçable. Les jours suivants ont été un tourbillon de dépositions au commissariat, de déclarations aux journalistes qui s'étaient emparés de l'affaire comme des vautours sur une carcasse, et de larmes. Beaucoup de larmes. Antoine a été inculpé pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, abus de confiance, et même violence psychologique sur certaines de ses anciennes fiancées qui avaient finalement trouvé le courage de témoigner. Ses 3 autres fiancés et leurs familles se sont constituées partie civile, tout comme nous. Sa mère, qui s'est avérée être sa complice de longue date dans ce stratagème bien rodé, a également été arrêtée alors qu'elle tentait de quitter le pays avec des valises pleines d'argent liquide. Émilie ne m'a pas parlé pendant 2 semaines entières. Elle s'est enfermée dans son appartement parisien, refusant tout contact, même téléphonique. J'ai respecté son silence. Elle avait besoin de temps pour digérer la trahison, la honte, la colère, et peut-être aussi pour me pardonner de l'avoir exposée ainsi publiquement, même si c'était pour la sauver. Un matin pluvieux d'août, elle est apparue sans prévenir à ma porte. Les yeux rougis, les traits tirés, mais une détermination nouvelle dans le regard. « Comment as-tu su » m'a-t-elle demandé simplement en entrant dans mon modeste appartement, remarquant peut-être pour la première fois les sacrifices qu'il représentait. Je lui ai tout raconté. L'appel du détective que j'avais d'abord rejeté. L'enveloppe mystérieuse. Les preuves accablantes. Mes doutes qui remontaient à plus loin encore. Pourquoi n'as-tu pas insisté davantage pour me montrer tout ça avant le mariage ? Sa voix tremblait légèrement. Parce que tu ne m'aurais pas cru, ai-je répondu honnêtement. Tu étais tellement sous son emprise que tu avais besoin de voir par toi-même. Parfois, les paroles ne suffisent pas. Elle a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. J'ai été tellement idiote. Tu as été amoureuse. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes restés silencieux un long moment, assis côte à côte sur mon vieux canapé, écoutant la pluie frapper contre les vitres de mon appartement. Le tic-tac régulier de la vieille horloge que Marianne avait tant aimé marquait le temps qui passait, comme un rappel que la vie continuait malgré les trahisons et les déceptions. L'argent du mariage. A-t-elle finalement commencé, hésitante, ses yeux fixés sur ses mains où ne brillait plus aucune bague.
Est perdue, ai-je terminé pour elle. Mais j'ai encore quelques années de travail devant moi. Ça ira. Non, a-t-elle dit avec une fermeté qui m'a rappelé sa mère lorsqu'elle avait pris une décision irrévocable. Non, ça n'ira pas comme ça. J'ai parlé avec mon patron chez Deloitte. Il y a un poste qui se libère dans leur bureau à New York. Bien mieux payé qu'ici. Je vais postuler et je te rembourserai chaque centime. Émilie. Ce n'est pas négociable, papa. Tu as sacrifié assez pour moi. C'est mon tour maintenant. J'ai voulu protester, lui dire que ce n'était pas nécessaire, que j'avais fait ces sacrifices de bon cœur, mais quelque chose dans son regard m'a arrêté. C'était important pour elle. Pour sa guérison, peut-être. Pour retrouver sa dignité certainement. Elle a passé la nuit sur mon canapé, comme lorsqu'elle était adolescente et qu'elle s'endormait en regardant un film avec moi. Au matin, avant de partir, elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Je suis désolé d'avoir dit ces choses horribles. Je ne les pensais pas. Je sais, ma chérie. Je sais. 6 mois plus tard, Antoine a été condamné à 7 ans de prison ferme pour une liste impressionnante de délits et crimes. Les médias français ont fait leur chou gras de l'affaire pendant des semaines, la surnommant « l'arnaque nuptiale du siècle » ou « le Don Juan escroc ». Une chaîne de télévision a même proposé de faire un documentaire, offre que nous avons déclinée. Certaines blessures n'ont pas besoin d'être exposées davantage. Émilie a obtenu le poste à New York comme elle l'avait prévu. Elle m'envoie régulièrement de l'argent, malgré mes protestations constantes. J'en utilise une partie pour aider mon frère Paul dont la femme est tombée malade, et je place le reste sur un compte que j'ai ouvert au nom de ma fille. Un jour, peut-être, cet argent servira à un vrai mariage. Un mariage d'amour, pas de calcul. Quant à moi, j'ai finalement pris ma retraite l'année dernière. Pas dans la maison de campagne que j'avais imaginée avec Marianne, mais dans un petit appartement confortable dans le centre de Lyon, non loin du parc de la Tête d'Or où j'aime me promener les matins d'automne, quand les feuilles dorées craquent sous mes pas. Chaque matin, je me réveille avec cette certitude, j'ai peut-être perdu de l'argent, une maison, des années de travail supplémentaires, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux. La vérité. Et ma fille. Les 3 autres fiancés d'Antoine ont formé une sorte de sororité improbable. Elles m'invitent parfois à déjeuner quand elles se réunissent à Lyon. Nous parlons de nos vies, de nos espoirs retrouvés, de nos projets. Claire est retournée à l'université pour terminer son doctorat. Lucie a repris l'exploitation viticole familiale et produit maintenant un rosé primé. Sophie a ouvert une clinique vétérinaire dans son quartier. Elles ont toutes les 3 tourné la page, comme Émilie. Parfois, dans mes rêves, je revois le visage d'Antoine quand les 3 autres fiancés sont entrés dans la salle de réception du château. Cette expression de panique pure, de stupéfaction, suivie d'une tentative pathétique de nier l'évidence. Cette défaite absolue quand il a compris que son château de cartes s'effondrait. Et je me réveille avec un léger sourire. La justice n'a pas de prix. Même si elle coûte 70 000 €, 5 ans de travail supplémentaire, et un visage plein de crème pâtissière. L'avocat nous a informé récemment qu'une partie de l'argent pourrait être récupérée, les comptes d'Antoine ayant été gelés et ses biens saisis. Pas grand-chose, probablement, mais c'est un début. Une forme de réparation, aussi infime soit-elle. Émilie m'appelle chaque dimanche maintenant, immanquablement, même quand elle croule sous le travail ou quand le décalage horaire rend la conversation difficile. Elle me raconte sa nouvelle vie à Manhattan, ses nouveaux collègues, ses nouveaux projets. Elle a rencontré quelqu'un, un professeur d'université spécialisé en littérature française. Rien à voir avec Antoine, m'a-t-elle assuré. Il porte des pulls en laine avec des trous au coude et ne sait même pas nouer correctement sa cravate. J'ai ri, soulagé. Et à la fin de chaque appel, elle me dit la même chose. Merci, papa. Merci de m'avoir sauvé. C'est tout ce que j'ai toujours voulu entendre. Ces mots simples qui effacent les sacrifices, les humiliations, les nuits sans sommeil. Ces mots qui me rappellent pourquoi je me suis battu toutes ces années. Hier, j'ai reçu une lettre d'Antoine depuis sa prison de haute sécurité. Une demande de pardon, disait-il sur l'enveloppe. Des remords sincères. Des regrets éternels. J'ai déchiré la lettre sans même l'ouvrir. Certaines personnes ne méritent pas de seconde chance.
Certaines trahisons sont au-delà du pardon. La semaine prochaine, Émilie rentre en France pour 2 semaines de vacances. Nous avons prévu d'aller visiter quelques maisons à la campagne près de Beaujolais. Pas pour moi. Pour nous deux. Un endroit où elle pourra venir se ressourcer loin du tumulte de New York. Un endroit où je pourrai peut-être, un jour, cultiver ses tomates et regarder ces couchers de soleil dont Marianne et moi avions tant rêvé. Elle a insisté pour que ce soit elle qui paie. Considère ça comme un investissement pour notre avenir, papa, m'a-t-elle dit au téléphone, reprenant délibérément les mots d'Antoine mais en leur donnant un sens tout différent. Un sens authentique. La vie nous réserve parfois d'étranges surprises. Certaines nous brisent. D'autres nous reconstruisent. L'important est de rester debout, même avec du gâteau plein le visage. Surtout avec du gâteau plein le visage. Marianne serait fière de notre fille. Fière de la femme qu'elle est devenue malgré les épreuves. Ou peut-être grâce à elle. Je le lui dis souvent quand je me recueille sur sa tombe, lui racontant les dernières nouvelles d'Émilie comme si elle pouvait m'entendre. Elle te ressemble de plus en plus, lui dis-je. Elle a ta force, ton intégrité. Et ton sourire, bien sûr. Toujours ton sourire. J'ai gardé une photo du mariage. Une seule. Celle prise juste après l'incident du gâteau, où on me voit, le visage couvert de crème, regardant droit dans l'objectif avec une détermination nouvelle. Je l'ai encadrée et accrochée dans mon entrée. Un rappel. Pas de l'humiliation, mais de la force qui peut naître dans les moments les plus sombres. Pourquoi gardes-tu cette photo, papa, m'a demandé Émilie la première fois qu'elle l'a vue. Pour me souvenir que parfois, il faut traverser le ridicule pour atteindre la vérité. Elle a réfléchi un moment, puis a hoché la tête. Je comprends. Je crois que je vais en prendre une copie pour mon bureau à New York. Ce soir, en écrivant ces lignes, je réalise que cette histoire n'est pas seulement celle d'une vengeance. C'est l'histoire d'un père et de sa fille qui ont failli se perdre mais qui se sont retrouvés. C'est l'histoire d'une promesse tenue envers une femme aimée. C'est l'histoire de la vérité qui finit toujours par éclater, même quand elle doit traverser des couches de crème pâtissière pour se faire entendre. Antoine sortira de prison un jour. Il trouvera probablement d'autres victimes, malgré les mesures judiciaires. Les hommes comme lui ne changent pas vraiment. Ils s'adaptent, ils évoluent, ils trouvent de nouveaux terrains de chasse. Mais il y aura toujours des gens comme moi, comme Francis Dubois le détective, comme ces 3 autres pères qui veillent. Des gens ordinaires qui refusent de laisser l'injustice et la manipulation triompher. Et si un jour, vous assistez à un mariage grandiose où le fiancé semble trop parfait, où les dépenses semblent excessives, où une intuition vous dérange, n'hésitez pas à creuser. Questionnez. Protégez ceux que vous aimez, même s'ils ne comprennent pas immédiatement pourquoi. Même si cela signifie avoir le visage plein de gâteaux pendant quelques minutes. La vérité, elle, dure toute une vie. Cette histoire vous a-t-elle touché? Avez-vous déjà vécu une trahison qui vous a marqué ou connu quelqu'un qui a été victime d'une arnaque sentimentale? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a ému. Pour écouter la prochaine histoire de justice et de rédemption, cliquez sur la case à gauche.